Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le journal de TV Sud et dans les titres de ce vendredi 30 septembre, le dédoublement de l'A9 autour de Montpellier, validé ce matin par le ministre des Transports. C'est le tracé long qui a été retenu. Sur le tronçon actuel de l'A9, la vitesse limite passera à 90 km/h dans un mois. Et puis c'est parti pour l'ordi, première distribution cet après-midi des ordinateurs portables aux élèves de seconde des lycées de la région. C'était Noël avant l'heure, notamment à Nîmes. Enfin, 2 clubs sportifs nîmois sont dans la tourmente. Le Nîmes Olympique pour une affaire de pelouse et le rugby club nîmois où la direction sportive a été limogée par le conseil d'administration. Tous les détails dans ce journal. C'est la fin d'un feuilleton qui dure depuis plusieurs années. Le ministre des Transports, Thierry Mariani, était à Montpellier ce matin pour annoncer que l'autoroute A9 sera bien dédoublée sur 23 km entre Baillargues et Saint-Jean-de-Védas. Un tracé long qui devrait être achevé en 2017 si tout va bien. Autre annonce, la vitesse sur l'A9 actuelle au niveau de Montpellier sera limitée à 90 km/h début novembre. Explication Marlène Mec. Depuis 25 ans, les propositions de tracé, les concertations pour ce doublement de l'A9 se multiplient. Ce matin, le ministre des Transports l'annonce, ce sera l'option longue, soit un doublement par une autoroute à 2 fois 3 voies sur 23 km entre Saint-Jean-de-Védas et Baillargues, dont 12 km de route toute neuve. Alors que 2 autres options plus courtes étaient aussi en balance, Thierry Mariani retient le projet déclaré d'utilité publique en 2007, écarté par son prédécesseur Jean-Louis Borloo. Il permet, ce projet long, de séparer efficacement les trafics de transit et les trafics locaux pour mieux satisfaire aux enjeux de sécurité. Enfin, ce projet long est cohérent avec les projets d'aménagement portés par l'agglomération de Montpellier. Et du côté de l'agglomération, on apprécie. Je suis effectivement très satisfait. Je dirais que c'est une grande victoire de l'intérêt général. L'autoroute déplacée, ça veut dire également le contournement urbain en termes de boulevard urbain. Et ça veut dire, dans un deuxième temps aussi, toutes les rocades qui vont être mises dessus, la bonification de l'ensemble du réseau de tramway. Même satisfaction à la région et à la mairie de Montpellier. Les travaux de la nouvelle autoroute devraient être financés par les autoroutes du sud de la France. Mais ce matin, ni les ASF, ni l'État, ni les collectivités n'ont donné une estimation du coût total du projet. Et pour le maire de Latte, c'est bien là le problème. Donc on ne sait pas qui finance. Donc on va être très clair, l'État n'a pas été capable de financer la ligne TGV toute seule. Il a fallu concourir au niveau des collectivités territoriales, la région, le département, l'agglo. On va être appelé à financer ce doublement long en partie. Et après, ils vont nous redonner une ancienne A9 et ça sera à nous de faire les travaux de sortie et d'amélioration et de mise en sécurité. La mise en service de ce nouveau tronçon d'A9 est annoncée pour 2017. En attendant, pour sécuriser l'autoroute entre Saint-Jean-de-Védas et Vendargues, la limitation de vitesse devrait être abaissée d'ici un mois à 90 km/h pour les voitures, 70 pour les camions. Ils sont toujours exclus du PS, les 2 nouveaux sénateurs élus dimanche dernier, Alain Bertrand en Lozère et le président de région, Christian Bourquin, dans les Pyrénées-Orientales. À la veille de l'élection du président du Sénat, Alain Bertrand donne de la voix. Il sait pour qui il va voter samedi à Paris, mais il lance un appel au Parti socialiste. Écoutez. Nous demandons donc à être réintégrés, ou du moins qu'une lettre nous dise que c'est par erreur et que nous n'avons jamais été exclus du Parti socialiste. Pour samedi, ça veut dire que de toute façon, en ce qui me concerne, et je crois que le président Bourquin aussi, nous voterons bien entendu parce que nous sommes de cœur. Et puis, nous sommes socialistes, tout simplement, pour Jean-Pierre Bel. Jean-Pierre Bel, moi, est un ami depuis plus de 20 ans. J'étais jeune premier secrétaire avec lui. C'est un rural, ariégeois, qui est né dans le Tarn comme moi, et donc c'est un ami. Bien sûr que je vote Jean-Pierre Bel et le président Bourquin aussi des 2 mains. Toutefois, il faut qu'il fasse pression pour que nous soyons réintégrés au Parti socialiste, parce que la fraude, l'injustice qui nous a été faite est inoubliable et, comme son nom l'indique, injuste. Les avocats du barreau de Montpellier faisaient aujourd'hui leur rentrée économique. Ça se passait dans les locaux de Subdeco toute la journée à Montpellier. Et cette année, la conférence traditionnelle avait pour thème l'entrepreneur innovant. Comment accompagner la prise de risque ? Il a joué l'Arlésienne pendant quelques temps, mais cette fois, il est arrivé. L'ordi, un ordinateur portable pour chaque lycéen. C'est l'objectif de la région d'ici 3 ans. La distribution a commencé dans les classes de seconde cet après-midi. Un jour de Noël anticipé, suivi au lycée Ernest Hemingway de Nîmes par Franck Chassagnon.
Au placard, les livres et les cahiers terminés, les cartables trop lourds, pas si sûrs. La distribution des ordinateurs promis par Georges Frêche lors des élections régionales en 2010 a débuté dans les lycées de la région. Destiné aux 32 000 élèves de seconde, le cartable électronique ne remplacera pas encore la feuille et la plume. Les profs ne veulent pas qu'on enlève les livres, enfin, ils veulent toujours qu'on les amène. Et c'est juste ça le problème, c'est qu'on devra quand même garder un cartable un peu lourd. Il y a des profs qui ne veulent pas qu'on l'ait devant nous, ou parce qu'ils ne veulent pas avoir que des écrans dans leur classe. L'idée est de permettre quand même fondamentalement à chaque jeune de pouvoir avoir accès à des ressources pédagogiques, quel que soit le lieu où il se trouve. En classe, le professeur et le livre sont toujours bien sûr fondamentaux. Si les lycéens l'ont déjà adopté, aujourd'hui le plus difficile sera de convaincre l'ensemble du corps enseignant. Il y a quand même 35 élèves. Le professeur, donc, il doit gérer son ordinateur personnel. Et puis, il n'a pas les yeux partout. Donc sinon, ça sera un peu quand même, je pense, on verra bien. Le futur nous le dira. Et il y a le problème de batterie, le problème de... Il y aura quand même des problèmes différents, disons, et divers. Et avant de distribuer l'ordi, il a fallu équiper les établissements. Il a fallu installer quelques bornes Wi-Fi qui ont été installées essentiellement au CDI, cafétéria, amphithéâtre, salle de permanence, pour pouvoir couvrir une grande partie de l'établissement. Ce qui permet aux élèves de pouvoir se connecter à Internet et à l'espace numérique de travail, qui va être un espace dédié aux élèves et aux professeurs pour le partage des données, des informations et des cours. Coût de l'opération 15 millions d'euros par an pour un ordinateur gratuit équipé de logiciels libres, une première en France. Je suis en train d'ouvrir ce qu'on appelle l'espace numérique de travail. Alors pour l'ouvrir, il fallait un outil, c'est l'ordinateur, mais c'est qu'un outil aujourd'hui l'ordinateur. Ce qui est le plus important, et Madame la principale ici au lycée Hemingway me le rappelle, et c'est ça qui est important, il fallait préparer le contenu. Et il n'a de sens cet ordinateur dans le milieu pédagogique que s'il y a un vrai contenu. Et je salue ce formidable travail. Dans 3 ans, l'ensemble des lycéens de la seconde à la terminale seront équipés d'ordinateurs et cerise sur le gâteau, ils pourront même le garder au-delà de la terminale. Éducation toujours, un rallye, un lycée et au final une solide coopération. À partir de ce samedi, les élèves d'un lycée professionnel montpelliérain participent pour la 2e année consécutive au Moto Tour 2011 jusqu'au 9 octobre. Ils assureront l'assistance technique de la compétition. Antoine Moutot et Alexandre Clabot ont assisté aux derniers préparatifs des mécaniciens et de la mécanicienne. Vous prenez la pince, vous le mettez ici. Moteur, pot d'échappement et frein. Dans l'atelier mécanique du lycée Pierre Mendès France, l'heure est à la concentration. Ici, tout doit être répété au millimètre près avant la participation de l'établissement à un rallye de prestige, le Moto Tour 2011. C'est une épreuve qui est internationale puisque les pilotes, il y a les pilotes italiens, espagnols, français, il y a un peu de partout. Donc déjà pour le lycée, être reconnu dans le monde de la compétition internationale, c'est quelque chose d'important. Après, évidemment, ça fait des envieux. Il y a d'autres établissements scolaires qui ont voulu cette année prendre notre place. Pendant 8 jours, 6 élèves de terminale mécanique effectueront gratuitement le contrôle technique de l'équivalent du Tour de France version moto. Pour certains d'entre eux, l'occasion inespérée de faire ses preuves. C'est pas ouvert à toutes et à tous de participer au Dardog Moto Tour, que ça peut arriver qu'une seule fois dans notre vie. Ça aide beaucoup, surtout au niveau du CV, quoi. C'est bien de mettre assistance mécanique au Dardog Moto Tour, le plus grand rallye de France. Dernier préparatif avant un périple long de 2500 km entre Angers, Alès, Toulon et Ajaccio. Pourquoi la réfection de la pelouse du stade des Costières de Nîmes en 2009 a-t-elle été payée par le Nîmes Olympique et réalisée par une entreprise qui n'avait pas répondu à un appel d'offres? C'est ce que veulent savoir les enquêteurs du SRPJ de Montpellier. Plusieurs dirigeants du club et l'adjoint au sport de la ville de Nîmes ont été interrogés. Les détails de cette affaire avec Olivier Michel. C'est en septembre 2009 que la pelouse du stade des Costières a totalement été rénovée. Un chantier confié à une société hollandaise pour un montant de 350 000 € et payé par le club. Or, le stade des Costières est la propriété de la ville de Nîmes, une ville qui aurait donc dû réaliser un appel d'offres et payer la facture. En charge de l'enquête, la brigade financière de la PJ de Montpellier a procédé en juin dernier à des perquisitions au sein du club. Des perquisitions suivies, en ce mois de septembre, des gardes à vue du président Jean-Louis Gazot, du directeur général Alain Gazot et cette semaine de l'adjoint au sport Pascal Gourdel. L'enquête préliminaire pour fait de favoritisme suit son cours. Une enquête qui devra trancher entre le non-respect des procédures de financement et l'urgence de la situation.
La pelouse avait été changée en 15 jours lors d'une trêve internationale et la société hollandaise et ses machines venaient de finir la réfection du stade Vélodrome de Marseille. Et on reste dans l'actu compliquée du sport gardois avec une autre situation difficile, mais cette fois au rugby club nîmois. La direction sportive du RCNG a été limogée par le conseil d'administration du club, qui divorce aussi avec une société qui devait trouver des financements. Un coup d'arrêt à l'ambition du rugby club nîmois qui visait à terme la Pro D2. Explication, Olivier Michel. Chamboulement au sein du RCNG. Nouveau promu en Fédéral 1, le club de rugby nîmois vient de se séparer de son directeur sportif Olivier Diomandé et du manager général Jean-Michel Meunier. Une décision mûrement réfléchie et irrévocable selon la direction. En cause pour Jean-Michel Meunier, une mauvaise entente avec l'entraîneur Benjamin Bagat qui se voit lui renouveler la confiance du club. Le départ d'Olivier Diomandé serait quant à lui lié à sa position d'actionnaire et de consultant auprès de la société 7 Développement, une société en conseil de gestion avec laquelle le club vient de rompre sa collaboration. Cette dernière devait trouver sponsor et financement à hauteur de 400 000 €. Une somme qui va donc faire défaut au club nîmois, déjà en mal de sponsors. Et on reparle de football avec la Ligue 1. Cette fois-ci, les footballeurs du MHSC se déplacent à Bordeaux samedi soir. Après leur faux pas la semaine dernière à domicile contre le PSG, comment peuvent-ils rebondir? Élément de réponse avec Olivier Brachard. Les Girondins de Bordeaux ne font plus partie de ces grosses écuries du championnat. Vu le classement, cette saison, Montpellier est logiquement favori, mais ce déplacement intervient une semaine après la lourde défaite 3-0 face au PSG. René Girard est en grande discussion avec Mapou Yangabiwa. À trop vouloir briller devant les stars du PSG, Montpellier a oublié de défendre en bloc, d'offrir une réponse collective à chaque attaque adverse. On peut perdre un ballon. Si chaque fois qu'on perd un ballon dans le match, il y a un but, on s'en sort plus. Si chaque fois qu'on fait une erreur, il y a un but, c'est dramatique. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on peut... C'est tout l'aspect tactique d'une équipe, c'est que quand on ne peut pas tout seul, on essaie de défendre à deux. Voilà, c'est toujours d'avoir un recours. Cette semaine, le MHSC a donc revu ses gammes afin de retrouver la rigueur défensive qui faisait notamment sa force en ce début de saison. Sur l'équipe qui débutera, quelques changements. Bocali est remplacé par Jeune-Champ au poste d'arrière droit. Cabella à la place de Younes Belanda, sûrement ménagé. Reste le poste de gardien de but. Laurent Pionnier, brillant au mois d'août, aurait pourquoi pas toute légitimité à remplacer Jourdain, loin d'être exempt de tout reproche face au PSG. Jourdain également moins à l'aise sur les ballons aériens, qui devraient être nombreux face aux Girondins. Sur la taille, c'est une équipe qui est très, très dangereuse sur tout ce qui est coup de pied arrêté, parce qu'il y a beaucoup de hauteur, la hauteur on l'a peut-être pas, mais on peut avoir la rigueur. À domicile, Bordeaux n'a pas remporté le moindre match, alors que Montpellier s'est déjà imposé 2 fois à l'extérieur en 4 rencontres. Sport, toujours avec un grand rendez-vous de handball ce week-end. Premier match de Ligue des Champions pour le MAHB. C'est dimanche à 17h à l'Arena. Les handballeurs montpelliérains reçoivent l'outsider européen, le club espagnol de Léon, avec notamment un joueur qu'ils connaissent bien, Adrien Dipanda, qui a quitté Montpellier à l'intersaison. Le MAHB va se lancer à fond dans la bataille pour ramener la prestigieuse Coupe d'Europe à Montpellier au printemps 2012. On se souvient que l'an dernier, les hommes de Patrice Canaillé avaient été stoppés par les Allemands de Rhein-Neckar en quart de finale. Aujourd'hui, le groupe se dit prêt à relever le défi européen. On écoute William Acambray au micro d'Olivier Brachard. C'est surtout pour ça qu'on se prépare depuis le début de la saison. On a décidé d'étaler un peu plus la préparation physique cette année aussi sur le mois de septembre, même si c'est pour avoir un peu les jambes lourdes sur les premiers matchs de championnat, mais c'est justement pour arriver en forme pour les gros matchs de Coupe d'Europe. Et des retrouvailles, notamment Adrien aussi. Ouais, Adrien en face, en plus il sera juste en face de moi, donc ça va être sympa. Voilà, il y a un petit rappel de rugby. Top 14, Montpellier reçoit Toulon à 20h45 à Yves-du-Manoir. Des rugbyman montpelliérains condamnés à la victoire. Tous les résultats sportifs du week-end à suivre dans nos éditions de lundi et dans les aléas du direct. Et c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité en direct sur TV Sud. C'est lundi, le journal de la mi-journée à 12h30. Très bon week-end estival à tous.